Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera aujourd'hui de la dualité onde-corpuscule. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, pour résoudre le problème de l'effet photoélectrique, Einstein reprit l'idée de Planck de quantifier l'énergie pour aboutir à la notion de photon. Des petits paquets d'ondes de lumière, d'énergie h mu, qui se comportent à la fois comme des particules et comme des ondes. Si l'existence de l'électron était connue depuis la fin du XIXe siècle, et qu'on était de plus en plus persuadé que ceux-ci constituaient des atomes, en gravitant d'une manière ou d'une autre autour d'un anneau positif, ce n'est que dans les années 20 que l'on fit la découverte du proton et du neutron. On sait depuis que protons et neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks up et de quarks down, maintenus ensemble par ce qu'on appelle des gluons. Toutes ces particules sont dites élémentaires, car elles constituent presque tout l'univers qui nous entoure. Mais alors, pourquoi ce statut si particulier aux photons? Pourquoi seule la lumière déciderait de s'exprimer tantôt comme une particule et tantôt comme une onde? C'est en 1923 qu'un certain Louis de Broglie généralise cette dualité onde-corpuscule à toutes les particules matérielles. Son idée, tout objet, électrons, protons, quarks, bref, toutes les particules élémentaires, mais aussi les atomes, molécules, vous, moi et même mon chat, peuvent être associés à une onde. De Broglie propose en effet l'idée folle d'associer à n'importe quel objet possédant une masse m et ayant une certaine vitesse v, une certaine longueur d'onde, par la relation lambda égale h sur la quantité de mouvement mv. Ou si je raisonne en termes de vecteur d'onde, la relation de Broglie s'exprime alors comme k égale p sur h bar. Donc quoi? Je suis aussi une onde? Alors pourquoi suis-je là, bien réel, palpable, constitué d'éléments, d'atomes solides, et non étalé dans l'espace et le temps comme une onde? Eh bien c'est parce que cette longueur d'onde, dite de Broglie, associée à chaque objet, est inversement proportionnelle à la quantité de mouvement, et que vu mon poids et la vitesse de mes atomes, du fait de leur agitation thermique, me confère une certaine longueur d'onde, d'un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre, soit des dizaines d'ordres de grandeur plus petits qu'un proton. Mais pour un électron, c'est pas gros. Et on est capable de lui donner à peu près n'importe quelle vitesse en l'accélérant avec un champ électrique. De sorte que sa longueur d'onde, lambda égale h sur mv, peut très bien atteindre quelques nanomètres. Bon, super, mais ça implique quoi de se comporter comme une onde? Une onde, ça peut diffracter. Regardez ici. Regardez comme une onde plane à l'approche d'un obstacle. Si cet obstacle est de la taille de la longueur d'onde, alors celui-ci redevient sphérique. Et si une onde plane s'approche de deux fentes, alors les deux ondes sphériques interfèrent l'une avec l'autre et créent ce qu'on appelle un schéma d'interférence, constitué de franges destructives et de franges constructives. Et si la matière est aussi une onde, alors il est donc possible d'observer ce phénomène d'interférence avec de la matière. Mais encore faut-il trouver des obstacles à l'échelle de ces toutes petites longueurs d'onde. Et ça tombe bien, car les cristaux sont des solides dans lesquels des atomes sont parfaitement alignés les uns à côté des autres. Chaque atome est séparé de son voisin de quelques dixièmes de nanomètres. Pile poil la longueur d'onde théorique de Broglie pour des électrons voyageant à 10 puissance 6 mètres par seconde. Les cristaux peuvent donc tout à fait diffracter des ondes d'électrons. Eh bien, c'est la découverte totalement fortuite qu'ont fait Davison et Germer en 1927. Alors qu'ils bombardaient une cible parfaitement cristalline de nickel avec des électrons accélérés par une tension électrique de 200 volts, Davison et Germer ont eu l'idée de placer un capteur pour suivre la répartition des électrons qui serait rétro-réfléchis par le nickel. La répartition expérimentale qu'ils ont observée ne collait alors pas du tout avec des particules ponctuelles. La seule explication de leur observation était que les électrons se sont comportés comme une onde plane, électronique, et qu'à l'approche des multiples atomes du cristal de nickel, ces ondes planes sont redevenues d'autant d'ondes sphériques, légèrement déphasées entre eux du fait de l'angle d'incidence, et qui ont alors interféré entre eux, donnant lieu à un schéma d'interférence constructive, où les amplitudes des ondes s'additionnent, et des interférences destructives, où elles s'annulent.
la répartition de ces franges destructives et constructives est compatible avec la loi de Bragg. Cette première preuve expérimentale de la nature ondulatoire des électrons vaudra à Davison et Germer le prix Nobel en 1937. Pour vous laisser convaincre une fois de plus de la nature ondulatoire des électrons, voici une image d'un schéma d'interférence réalisé avec de la lumière, ici des rayons X, de longueur d'onde de 0,7 angstrom, au travers un cristal d'atomes d'argent. Et voici presque la même image d'interférence, non plus réalisée avec des rayons X, mais avec des électrons dont la vitesse a été ajustée pour avoir également une longueur d'onde de De Broglie, H sur mv, égale à 0,65 angstrom. Ok, mais là on parle de plein d'électrons qui interfèrent entre eux. Que se passe-t-il maintenant si j'envoie un seul électron à travers deux fentes? Examinons ensemble les différents scénarios possibles. Commençons par une particule matérielle supposée ponctuelle. À la manière d'un canon, celui-ci va envoyer des particules sur deux petites fentes. Certaines particules passeront par l'une ou par la deuxième des fentes, et certaines ne passeront par aucune des deux fentes, et seront donc bloquées. Il en résulte alors deux distributions gaussiennes centrées autour de chaque fente, qui peuvent parfois se confondre du fait de la faible distance entre les fentes. Regardons maintenant ce qui se passe avec une onde, une vraie, comme celle des vagues à la surface de l'eau. Comme on s'y attend, l'onde plane dont la longueur d'onde est proche de la taille de la fente va générer deux ondes sphériques au niveau des deux fentes, qui vont alors se mélanger, interférer, donnant lieu à des zones où les amplitudes s'annulent et d'autres où elles s'ajoutent, formant ainsi un très joli schéma d'interférence. Alors, qu'en est-il en mécanique quantique quand une particule peut se comporter à la fois comme une corpuscule et comme une onde? Imaginons que nous ayons un électron, dont la longueur d'onde donnée par la relation de De Broglie est de l'ordre de la taille des fentes. Gardez en tête que dans ce genre d'expérience, la seule observation possible de l'électron se fait au niveau de l'écran, et qu'il est pour l'instant impossible de suivre à la trace le chemin réel de la particule. Comme on ne peut ne rien voir de ce qui se passe, on suppose donc que l'onde, portée par l'électron, va voyager jusqu'au niveau des fentes et continuer son voyage jusqu'au détecteur, où là, expérimentalement, nous observons l'impact d'une particule bien ponctuelle. On envoie un deuxième électron et on observe un deuxième impact, puis un troisième, etc. Problème réglé. L'électron se comporte donc comme une particule ponctuelle. Mais attendez, si je répète un très grand nombre de fois l'expérience, les impacts individuels semblent alors dessiner, et oui, un schéma d'interférence typique d'une onde. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des fentes? Une particule quantique se dédouble en deux puis interfère avec elle-même avant de redevenir ponctuelle? Ouais, non. Comme toujours en mécanique quantique, la solution apportée est un peu plus subtile que cela. Et on en reparlera la prochaine fois avec la fonction d'onde. Mais sinon, revenons à notre expérience de double fente. Je pense avoir une idée. Pour régler le problème d'onde ou corpuscule, facile. Il suffit de placer un observateur et d'observer ce qui se passe au niveau des fentes, pour savoir par où passe réellement l'électron. Bien tenté. Et c'est là que ça devient vraiment rigolo. Si on ajoute un détecteur au niveau des fentes, le fait même d'observer détruit l'aspect ondulatoire de la particule. Elle se recomporte alors immédiatement comme un corpuscule. On le mesurera alors aléatoirement dans l'une ou dans l'autre des fentes, détruisant alors les franges d'interférence. Retenez donc que quand le détecteur au niveau des fentes est éteint, alors les particules sont dans un état quantique de dualité onde-corpuscule. Mais elles redeviennent strictement ponctuelles à l'instant même où je rallume le détecteur. On le verra, mais en mécanique quantique, le fait d'observer, de mesurer quelque chose, revient forcément à interagir avec ce quelque chose. Et interagir avec un système revient inévitablement à perturber ce système. En mécanique quantique, il est alors impossible d'observer un phénomène quantique sans le détruire. Et c'est pourquoi la mécanique quantique ne s'intéresse qu'à prédire le résultat d'une mesure, sans vraiment chercher à comprendre comment il a fait pour en arriver là, autrement que par des calculs formels opératoires. Chercher à donner un sens à un phénomène qui par nature ne peut être observé
n'a donc aucun sens physique ou métaphysique. C'est en tout cas l'interprétation que la très grande majorité des physiciens ont adoptée. J'ai parlé jusqu'ici de la nature ondulatoire des électrons, mais n'oubliez pas que De Broglie a généralisé cette dualité onde-corpuscule à tout type de particules matérielles. L'expérience de la double fente d'Young a aussi été réalisée expérimentalement avec des photons uniques, mais aussi sur les atomes, et encore plus récemment sur des molécules composées de centaines d'atomes. Ces expériences prouvent donc bien que la nature de ce qui nous entoure échappe complètement à notre vision classique de la réalité. Si vous m'avez suivi attentivement jusqu'ici, vous avez dû remarquer que j'ai volontairement passé quelque chose sous silence. On parle d'ondes, mais une onde de quoi? Les vagues ou le son sont des mouvements collectifs de molécules d'eau ou d'air. Mais dans le cas d'une particule unique, indivisible, élémentaire, quelle est la nature de l'onde qui se propage? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir la prochaine fois avec la fonction d'onde en compagnie d'un certain Schrödinger.